depuis déjà plus de 20 ans, je fais des tournées de rue du Secours catholique. Donc on tourne la nuit, alors on fait ça la nuit, à la rencontre des gens dans la rue. Et puis il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, on rencontrait pas mal, même beaucoup de familles dans la nuit, avec hommes, femmes, enfants, enfants petits, dehors à des heures où normalement tout le monde est au lit. Et donc c'était un peu choquant, un peu troublant. Et je me suis demandé pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils fichaient là. Et j'étais un petit peu choqué, heurté. Et donc il se trouve qu'au Secours catholique, il y avait une antenne qui s'occupait spécifiquement des personnes en bidonville. Donc j'ai été les voir en disant est-ce que je peux vous accompagner une ou deux fois pour voir, puis pour essayer de comprendre. Et puis je ne sais pas si j'ai tout compris, mais par contre j'ai vu et j'ai adoré. Et j'ai rencontré des tas de gens avec qui je suis devenu très lié. Enfin aujourd'hui c'est plusieurs centaines de personnes que je connais qui sont en bidonville ou maintenant pour certaines dans des hôtels sociaux ou même certaines dans des vrais logements, puisqu'il y a quand même une évolution dans leur parcours. Et donc, c'est très, très chouette de les rencontrer, de les découvrir, et j'en redemande. Alors, la première fois que j'ai été dans un bidonville, je dois dire que j'étais un peu anxieux. Vous savez, on a des images telles que véhicule toute notre culture depuis des centenaires, même carrément. Alors, j'allais avec quelqu'un qui connaissait ce lieu. C'était un bidonville qui était à la porte de la Chapelle, à Paris. Je me suis demandé dans quel état j'en sortirais et s'il me resterait encore des choses dans les poches que j'avais donc soigneusement vidées avant. Et même si on réussirait à me piquer mes poches, et bien non, pas du tout. Non seulement je suis sorti avec absolument toutes mes affaires, mais en plus on m'a donné à manger et des choses qui étaient très bonnes, que je ne connaissais pas à l'époque, qui étaient vraiment très chouettes. Et j'ai eu un accueil que je n'imaginais pas du tout recevoir. Là, on se trouve dans le 13e, dans le sud de Paris, entre un cimetière et le périphérique. Donc c'est une bande de terrain qui doit faire 4 mètres de large, qui est toute petite, sur laquelle est installé un bidon-village, entre guillemets, donc une petite agglomération, toute petite, d'une vingtaine, 20-25 personnes, et qu'on vient voir régulièrement, que je suis moi personnellement depuis dans différents endroits, celui-ci mais des endroits précédents, depuis 5, 6, 7, 8 ans. Pour chacune, on essaye d'avancer dans tout ce qui peut permettre une intégration, c'est-à-dire la domiciliation, la scolarisation, les soins médicaux si besoin, les inscriptions à Pôle emploi, la recherche d'emploi, tout ce qui fait la vie quotidienne finalement. Mercredi matin, on en reparle, mais mercredi matin pour l'inscrire à l'école. Ok, ouais. Hein? Parce que toi tu travailles le mercredi. Ouais, tu travailles. Donc j'irai avec ta maman. Alors l'idée de ce livre, c'est un peu ce que j'ai fait dans les 2 livres précédents sur les SDF classiques, c'est d'essayer de profiter de l'expérience que j'ai eue. Mon expérience est une expérience à la fois de terrain, de bénévole depuis 30 ans pour les SDF classiques, 10 ans pour les Roms, et en même temps professionnel sur ma fin de carrière, où j'ai été à Emmaüs Solidarité et puis à l'UNIOPS, donc des structures d'intervention sociale et puis également d'influence sur les lois, les règlements, etc. Et qui donc ont une vision beaucoup plus globale des sujets. Et mon idée, c'est de joindre les deux, c'est-à-dire de montrer le terrain et de montrer en même temps de l'analyse, de la réflexion et de décortiquer un peu les choses. Des livres sur les SDF ou sur les Roms, il y en a déjà eu pas mal d'écrits, mais il y en a très peu, voire pas du tout, qui ont ces 2 angles à la fois. C'est-à-dire à la fois un angle très terrain, avec des vraies expériences, des vraies personnes qu'on décrit, qu'on raconte, qu'on présente, et en même temps de l'analyse, de la réflexion et de la prise de recul pour pouvoir, quand on rencontre un cas particulier, se dire est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce qu'il est emblématique, est-ce qu'il correspond à beaucoup de gens.
je vais parler de telle petite jeune fille de 13 ans qui va avoir un enfant. C'est intéressant après de se poser la question de est-ce que toutes les femmes, toutes les jeunes filles, voire les petites filles, parce que 13 ans c'est quand même vraiment pas très grand, Rome, ont des enfants, ou est-ce que c'est quelque chose de général ou pas, et d'analyser cette nuptialité précoce. Est-ce qu'elle concerne les filles d'un côté, mais qu'est-ce qu'elle a comme impact sur les garçons? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des garçons? Comment ça se passe? Comment se passent les questions, par exemple, d'habitat? Où est-ce qu'on habite? Nous, on habite tous la même chose, un truc qui a un toit. Alors, c'est plus ou moins grand selon nos revenus, c'est plus ou moins éloigné du centre-ville selon là aussi nos revenus et notre capacité à prendre voiture, train, métro, etc. Mais on a tous le même objet, c'est-à-dire avoir un truc avec 4 murs et un toit. Là, on voit des gens qui ont des choix très différents, d'habiter en bidonville, d'habiter dans la rue, d'habiter en hôtel social. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui les fait choisir ces choses-là, etc. C'est justement, c'est pas simple. Donc c'est la preuve aussi que c'est pas un choix d'habiter dans un bidonville, c'est un choix par défaut. C'est pas un choix par je rêve d'habiter dans un bidonville. Non, le camping, oui, ça existe pour les vacances, ça n'existe pas pour la vie. Les gens qui décident de camper dans des conditions impossibles, dans des endroits impossibles, c'est pas un choix. Et ils le disent bien les uns et les autres. Et puis j'ai retrouvé un certain nombre de citations, notamment sur des Tchétchènes, sur d'autres populations, d'Alice Zéniter aussi, sur les migrants algériens dans les années 50-60. C'est jamais un choix de vivre dans la merde, pardon, mais et en revanche, quand on les voit habiter ce qui arrive, et ce qui arrive de plus en plus, parce que à force d'être là depuis longtemps, il commence à y en avoir qui rentrent dans des vrais appartements. La semaine dernière, j'étais chez une jeune femme, son mari et leurs 4 enfants, et franchement, ils ont un appartement superbe, mais au cordeau, absolument impeccable, tout est nickel. Et elle dit, je vais repeindre les murs qui sont pratiquement parfaits, mais ils seront encore mieux après. Donc vraiment, voilà. Donc c'est pas des gens pouilleux par définition et par fonction. Il y a une petite dizaine d'années, j'ai commencé à rencontrer des Roms après ces sorties de nuit que je faisais et où j'en rencontrais. Du coup, j'ai rejoint l'équipe Rome du Secours catholique et j'ai commencé à faire des tournées avec eux. Très vite, j'ai quand même été interpellé par des questions, enfin des trucs qui me paraissaient étranges, qui me surprenaient. Et je me suis dit, l'étrangeté, on l'oublie très vite et après, on la perd. Donc, j'ai commencé par faire une espèce de journal de bord. J'en ai plus de 700 pages, 700 pages dactylographiées. 700 pages dactylographiées, ça fait, si c'était imprimé en format livre, ça fait plutôt 1500 pages. Il y a une des femmes, je ne vais pas vous donner le nom, puisque là, c'est son vrai nom, et c'est pas celui qui est dans le livre, mais on l'a rencontrée boulevard Charles Lenoir avec son beau-frère, ses 3 enfants, mais après un tour de quartier, on l'a retrouvée mendiant rue de la Roquette, et elle était née en 89. Ils ont passé 3 mois dans un hôtel à Goussainville, puis ont été virés par l'hôtelier sans qu'on sache pourquoi. On leur propose que des hébergements de courte durée. Elle se demande si le SAMU social a décidé de lui donner ça que sur de brefs hébergements. Ils en ont marre, ils s'installent en fait sur la place de la Bastille, sous un abribus. Et puis, au fur et à mesure que je rencontrais les gens et que j'avais des demandes, je les notais. Donc j'ai toute une série de petits carnets. En voilà un exemple. Là, je suis que du numéro 13 au 19. J'en suis maintenant au 21. Les familles que je suis, donc là, elles sont toutes là. J'ai recompté l'autre jour, j'en ai à peu près 460 personnes en, entre guillemets, ce qu'on appelle dans les services sociaux file active, c'est-à-dire des gens qui sont plus ou moins en lien avec moi régulièrement. Plus, il doit y en avoir 200 ou 300 que j'ai retirés des carnets précédents, enfin qui sont restés dans des carnets précédents, mais qui ne sont pas reproduits dans le dernier carnet. Et puis après, j'ai au jour le jour les rendez-vous, les rencontres, etc. Tout ce qui se passe et qui me permet de savoir où j'en suis. Alors, pendant le premier confinement, donc j'ai eu la chance d'être enfermé à la campagne et de reprendre à la fois mes gros dossiers et mes petits carnets, d'écrire ce livre. Ce qui m'a posé problème, c'était
la façon dont les gens perçoivent cette population, qui est quand même vraiment, c'est extraordinaire, enfin de très très loin la population la plus rejetée qui soit. J'entendais encore tout à l'heure un truc comparant aux musulmans et aux Africains. Et en fait, je ne me souviens plus les pourcentages, mais c'est très 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 en dessous comme degré d'acceptabilité. Enfin, vraiment, et on ne peut pas dire que déjà les musulmans soient accueillis avec des fleurs et des tapis rouges partout, mais là c'est encore pire pour eux, vraiment très très nettement pire. Donc la difficulté c'était celle-là, la difficulté c'était aussi l'image générale que les gens en ont, c'est-à-dire de délinquants et exclusivement de délinquants. Donc comment est-ce qu'on peut à la fois faire un livre qui n'évacue pas ce problème, mais qui ne le prenne pas d'emblée, qui ne tourne pas qu'autour de ça, et qui, parce que c'est une partie de leur vie, c'est vrai, pour une partie comme de la plupart des gens pauvres, parce qu'en fait la pauvreté se traduit aussi par la délinquance. On n'a plus envie de piquer des trucs quand on n'en a pas, et en tout cas un certain type de délinquance, parce qu'on parle toujours de délinquance. La délinquance, elle existe dans toutes les classes sociales, simplement elle ne se voit pas de la même façon. Quelqu'un qui vous pique un téléphone, vous le voyez tout de suite. Quelqu'un qui fait des faux en écriture, vous ne le voyez pas. Quelqu'un qui ne fait pas une bonne déclaration à l'ISF, vous ne le voyez pas. Pourtant, les sommes en question sont beaucoup plus importantes dans les 2 derniers cas que dans le premier. Donc on parle de choses qui sont un peu différentes. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment j'allais commencer. Aragon a écrit un livre qui s'appelle qui est sur la difficulté des incipits. Et effectivement, comment est-ce qu'on commence un livre ? J'espère que mon début vous plaira à vous, lecteurs. En tout cas, moi, j'ai voulu raconter une petite historiette d'une jeune femme qui m'a beaucoup touché. J'étais dans un bidonville, je ne la connaissais pas. Et puis, on rencontre cette femme et puis qui nous demande de pouvoir qu'on la prenne en photo parce que son compagnon est en prison et elle voulait lui envoyer sa photo. Et je dis, bon, ben d'accord, mais vous voulez que je vous prenne en photo comme ça ? Elle était habillée un peu avec un sac, elle ressemblait à rien, et elle était très jeune, et tout d'un coup, elle s'illumine, et elle dit non. Et hop, elle commence à se déshabiller. Bon, je suis sorti très vite, elle s'est transformée, et elle a pris tous ses plus jolis vêtements, et elle s'est mise à faire des poses pour que son gars, quand il verrait les photos, ben, il soit touché, séduit. Alors, il y avait cette espèce... J'évacuais pas le fait qu'il y avait une histoire de prison, mais il y avait cette vie, cette vitalité, cette joie même de vivre, et puis de toutes ces copines qui sont arrivées, qui rigolaient comme des collégiennes, parce qu'elles sont très jeunes, hein. Toutes ces filles, elles avaient 17-18 ans, et il y avait une gaieté, une force qui est celle que j'ai retrouvée, que je retrouve un peu tout le temps. J'ai eu à savoir comment j'allais conclure aussi ce livre, et je l'ai conclu avec 2 petites histoires, 2 personnes qui me touchent aussi beaucoup. Et l'une, c'est un monsieur que j'ai aidé à suivre une formation en français et puis professionnalisante. Et franchement, quand il m'a demandé de l'inscrire à ce truc-là où sa fille était déjà passée, je me disais, mais franchement, ça ne va jamais marcher. Il ne parle pas un mot de français, il est analphabète, etc. Et j'avais été très touché par la façon dont ce gars s'occupait de ses petits-enfants. Et du coup, je m'étais dit, bon, allez, on tente le coup. Il était un peu alcoolo aussi. Enfin, il avait quand même plusieurs trucs qui faisaient que normalement, ça n'aurait pas dû marcher. Ce stage a super bien marché. Et quand il m'a montré ses cahiers d'écoliers sur lesquels il faisait des lignes d'écriture, et ben, rien que de le raconter, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, il y avait cette jeune femme qui pétille de gaieté. Et je dis Terkuta est blonde, Terkuta est brune. Terkuta, c'est son prénom tel que j'ai inventé, parce que je n'ai pas donné les noms des gens. J'ai un petit peu transformé leurs histoires quelquefois pour qu'ils ne soient pas trop reconnaissables, mais c'est vraiment une histoire où cette jeune femme, elle est blonde à certains moments, elle est brune à d'autres, mais elle a un peps, elle a une vitalité, une vie qui est quand même vraiment difficile, et ça marche vachement bien. Alors, ils ont les difficultés qu'ils ont partout depuis la nuit des temps, presque. C'est-à-dire que les Roms connaissent des difficultés depuis toujours. Ces Roms gitans et autres tziganes connaissent des difficultés depuis toujours.
Alors on peut voir les tableaux, par exemple, du XVIIe siècle, il y a beaucoup de tableaux, j'en parle dans mon livre, de peintres du XVIIe siècle, notamment Valentin de Boulogne et plusieurs autres, qui montrent les tziganes de l'époque, les romanichels, les bohémiens. On les appelait bohémiens à l'époque. On a stigmatisé depuis cette époque-là comme voleurs. Ensuite, il y a eu toute une période où ils ont été transformés en serfs, notamment dans les pays de l'Est, jusque quand même dans les années 1850, donc c'est finalement très récent, l'arrêt du servage pour eux. Il y a des phrases que je retrouvais de l'impératrice Marie-Thérèse et de son fils, ou de son fils je crois, empereur d'Autriche, qui sont absolument terribles sur les Roms, qu'il faut supprimer vraiment, enfin, comme une mauvaise engeance. Enfin, c'est très très ancien. Dans les pays d'où ils viennent, ils sont très rejetés. Alors ils sont très rejetés d'abord parce que minorité pauvre, parce qu'historiquement pauvre, parce qu'historiquement bas de l'échelle, parce que, bon, donc, etc. Aussi pour des questions de couleur, puisqu'une partie d'entre eux, alors pas tous du tout, mais une partie ont des peaux très mates. Or, c'est des pays où il y a pratiquement, il n'y a pas eu de colonisation, et il n'y a pas encore, ça va venir sans doute un jour, mais pour le moment encore, et Dieu sait qu'ils s'en défendent, notamment la Hongrie, la Pologne, il n'y a pas de migrants subsahariens, ou très très peu, quelques étudiants, mais c'est tout. Et donc, ils ont, vis-à-vis des Roms foncés, des discours qui sont aussi violents que quand on traite les gens de bougnoules ou de nègres, de façon très très agressive. Il y a des lieux qui leur sont interdits, pas forcément explicitement marqués, mais en fait, de facto, il est interdit dans un certain nombre de cas d'aller dans des piscines, d'aller dans des restaurants, dans un certain nombre d'endroits. Du coup, une partie d'entre eux, minime, en fait il y en a que 10% à peu près, qui migrent et qui essayent de trouver plus d'argent, plus de moyens de vivre ailleurs. Et ils vont, par exemple, s'installer ici, en Allemagne, en Angleterre, mais aussi ici. L'administration, elle, ne va pas être accueillante du tout, globalement. Il y a évidemment des fonctionnaires qui sont sympas, comme partout, mais l'administration est constituée pour que ce ne soit pas accueillant, pour que ce ne soit pas facile. Je prends deux exemples. Vous ne pouvez faire quelque chose administrativement que si vous avez une adresse. Alors l'idéal pour avoir une adresse, c'est d'avoir un logement. Mais comme la plupart de ces gens sont trop pauvres pour avoir un logement, pour avoir les cautions, les garanties, etc., ils peuvent, même s'ils avaient un peu d'argent, ils n'ont en tout cas pas les cautions et garanties, donc ils n'ont pas de logement. Donc ils couchent dans la rue, ou ils couchent sous un pont, ou ils couchent dans un bidonville. Bon. Aucun de ces endroits ne compte pour une adresse. Donc il faut trouver ce qu'on appelle une domiciliation. Une domiciliation, c'est une adresse postale reconnue administrativement et qui vous permet de recevoir du courrier administratif. L'administration a fermé presque complètement le robinet de ces adresses postales, donc il y en a très peu de disponibles. Donc quelqu'un qui arrive en France et qui veut faire tout ce qu'il faut, qui a des enfants, qui veut les mettre à l'école, qui veut trouver du travail, qui veut s'inscrire à Pôle emploi, qui veut, etc., a besoin d'une domiciliation, et en général, il va ramer comme une bête avant de trouver une place parce qu'il n'y en a pas. Alors, il se trouve que nous, au Secours catholique, on a un partenariat avec une association qui, très gentiment, nous prend les Roms qu'on leur propose. L'avantage, c'est que c'est une domiciliation immédiate et sans frais. Théoriquement, c'est gratuit, mais un certain nombre d'associations prennent un petit droit de 30 €, ce qui pour nous n'est peut-être pas énorme. Pour des personnes qui gagnent moins que ça en 2 ou 3 jours, c'est une très grosse somme et donc c'est une très grosse difficulté. Première étape, c'est la domiciliation et déjà là, il y a un frein énorme. Deuxième étape, par exemple, l'une des choses avant d'avoir trouvé un travail, etc., c'est quand même de se couvrir, surtout si vous avez des enfants, vous avez intérêt à avoir une forme de sécurité sociale pour qu'ils soient couverts si par hasard ils sont malades, pour vous, mais aussi pour les autres enfants, pour les autres personnes. Il faut bien comprendre que cette histoire, on a régulièrement là aussi, y compris dans la droite dite républicaine, des discours qui sont absolument indécents et stupides, qui consistent à penser que c'est une faveur qu'on fait aux gens de les soigner. Ce n'est pas une faveur qu'on leur fait, c'est notamment et entre autres une préservation qu'on se fait à nous. Si quelqu'un est malade d'une maladie, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas encore compris. On vient de sortir de 2 ans de maladies hyper contagieuses où on nous demandait d'être à 15 mètres les uns des autres, de ne pas se regarder, de ne pas se toucher, de se rien faire. Mais ces gens-là, eux, ils ont le droit de ne pas être soignés. C'est quand même spécial. Faire un dossier de demande d'aide médicale qui est le degré minimal de couverture sociale, alors d'abord, aucune personne
normale, si elle n'est pas formée et si elle ne sait pas écrire vraiment bien le français et tout, ne peut faire elle-même son dossier pour elle-même, c'est impossible. Donc elle va se faire aider par quelqu'un comme nous, par exemple, ou par une assistante sociale. Ça va prendre beaucoup de temps, c'est un dossier qui prend qui prend pas moins de 2 heures parce qu'il y a plein de feuilles à faire, etc. Plein de documents à réunir. Alors, il fallait les envoyer, maintenant il fallait les déposer. Donc vous imaginez bien, il faut déjà aller à un endroit qui est loin. Donc déjà vous avez des difficultés. Première difficulté, c'est faire le dossier. Deuxième difficulté, c'est de la porter. Troisième difficulté, ça va durer 2 mois. Quatrième difficulté, dans un cas sur 3 ou 4, les services administratifs perdent ou n'ont pas ou égarent les documents et donc vous les redemandez et on recommence à zéro alors qu'ils les ont. Enfin, moi, je garde absolument tout en ordinateur, toutes les copies de ce que j'ai. J'ai plus de 10 000 documents en ordinateur. Et après, maintenant, il faut aller le chercher à un autre endroit en ayant pris un rendez-vous. Le rendez-vous se prend par téléphone avec un numéro qui ne marche en général pas. Donc vous voyez, si vous arrivez à faire ça dans un délai de moins de 4 mois et que ça arrive au bout, vous avez vachement de chance. Quand vous avez aucun lieu stable d'habitat, c'est très compliqué de mettre vos enfants à l'école. L'école, c'est très bien en France. Si vous n'êtes pas de chez vous, c'est plus compliqué. Alors normalement, vous êtes calé sur l'adresse administrative, donc l'adresse de domiciliation. Mais l'adresse de domiciliation, c'est malheureusement pas l'adresse où vous vivez. Ça, c'est jamais l'adresse où vous vivez. Et bien souvent, elle peut être très éloignée. Prends un exemple. La domiciliation dont je parlais tout à l'heure, avec laquelle nous avons un partenariat, se trouve porte de Clignancourt. Bon. Donc moi, j'amène un certain nombre de gens porte de Clignancourt. En général, ceux que j'amène, c'est des gens qui qui couchent plus ou moins dans Paris ou juste à côté. Il se trouve qu'ils vont être, mettons, dans un bidonville, on va prendre ceux que j'ai connus au début, qui étaient Porte de la Chapelle. Bon, et puis Porte de la Chapelle, ils sont expulsés à Saint-Denis. Et puis après, ils sont expulsés, je vous ai donné plusieurs endroits, à la fin, ils se sont trouvés à Drancy, ce qui commence à faire très très loin de la Chapelle, de la Porte de Clignancourt. Mais l'école, elle est normalement calée à la Porte de Clignancourt. C'est-à-dire qu'elle est calée, la mairie du 18e va dire, normalement, c'est près de la Porte de Clignancourt. Sauf que la mairie du 18e, elle en a déjà vu passer beaucoup, et que quand j'y vais, elle me dit, vous êtes gentil, mais vos gars, ils sont normalement logés Porte de Clignancourt, sauf qu'ils n'y sont pas, et qu'ils n'y seront jamais. Donc, nous, on ne va pas les prendre, étant donné qu'ils ne viendront pas à l'école, parce qu'ils vont s'évaporer très vite. Ce qui n'est pas complètement faux. Il y a quelques cas rares, la mairie de Bondy avait pris un engagement ferme, et qui a été génial, de dire, moi je fais le pari que si je vous sédentarise, mais temporairement, et je vous sédentarise avec une durée limitée mais précise, vous allez faire un effort. Et de fait, la mère leur a donné pratiquement 1 an, et du coup on a eu un taux de scolarisation qu'on n'avait jamais eu sur aucun bidonville, et un taux d'inscription à Pôle emploi qu'on n'avait jamais connu, et enfin vraiment un parcours vraiment génial. Et pourtant une population qui était difficile et qui avait pas mal de problèmes par ailleurs. Donc ça c'est vraiment clé. À l'inverse, vous avez le cas ça je tiens à en parler parce que c'est vraiment tellement dégueulasse, une famille qui a donc été domiciliée à Porte de Clignancourt. Ils dormaient à la place des Vosges, ce qui est assez loin déjà de la Porte de Clignancourt. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est à une quinzaine de stations de métro, donc c'est assez loin pour des enfants petits. Les parents amenaient leurs enfants tous les jours à l'école, et ils ont fait ça jusqu'à ce qu'ils trouvent un hébergement de longue durée dans un hôtel qui était à Chimazarin. Alors c'est encore plus loin. Néanmoins, tous les jours, ils faisaient Chimazarin, Porte de Clignancourt, pour amener les enfants. Et ils ont tenu jusqu'à la fin de l'année, parce qu'ils n'étaient pas sûrs que l'hébergement tienne, donc ils ont voulu aller jusqu'au bout de l'année. Puis l'année scolaire suivante, nous allons tranquillement, eux et moi, inscrire les enfants à l'école, à la mairie. C'était on ne peut plus naturel, ils étaient là pour une longue durée. Vraiment, c'est le truc le plus évident. L'employé de mairie, absolument charmant, nous dit « Je suis désolé, mais le maire refuse ». Je dis « Le maire refuse, ça veut dire quoi ?» Le maire refuse tout enfant qui est dans cet hôtel social. Alors, ce n'était pas que les Roms, il y avait aussi des petits Africains, etc. Il refuse tous les enfants qui sont dans cet hôtel social. C'est pas possible, il n'y a pas le droit. Eh bien, il n'a pas le droit, mais il s'en fout. Il s'en fout. On a saisi le défenseur des droits, qui lui a écrit des lettres recommandées, etc. Il s'en fout. On a saisi
L'éducation nationale, il s'en foutait, il n'en a rien fait. Et à la fin, la seule chose qu'on a obtenue, c'est que son collègue, et je ne sais pas quelle est sa couleur politique, et surtout à l'époque, c'était déjà il y a quelques années, qui était une personne bien mieux, de Massy-Palaiseau, qui est la banlieue d'à côté, a accepté de prendre les enfants et les a scolarisés chez lui en demandant seulement que la mairie de Chimay-Mazarin paye le différentiel de la cantine scolaire, puisque vous savez qu'il n'y a pas les mêmes prix selon les revenus qu'on a en cantine scolaire, et qu'on paye très peu quand on est pauvre, et qu'on paye pas mal, et c'est tant mieux, j'ai payé pendant des années, quand on a plus d'argent, et là, quand on ne peut pas les montrer, on paye le plein pot. Et donc, la mairie de Chilly, la seule chose qu'elle acceptait de faire, c'était de payer le delta sur la cantine, c'est tout. Vous verrez combien une foule se transforme quand vous projetterez sur chacun des individus qui la composent le mystère de votre âme, et vous estimerez ses besoins à la mesure des vôtres, en lui reconnaissant un droit égal d'y satisfaire. Si on fait ça, je peux vous dire qu'on change vraiment tout ce qu'on fait comme politique sociale depuis des millénaires. Maurice Zindel, qui est un théologien remarquable.